Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons maintenant la deuxième partie de notre conférence. Cette fois-ci, je vais vous expliquer les points que vous devez retenir pour faire une bonne conception d'un programme d'APD. Donc, tout d'abord, pour bien élaborer un projet d'APD, il faut avant tout bien comprendre ce qui est un programme et ce qui est une politique ou un programme. Ensuite, on va comprendre ce qui sont les théories servant à élaborer des politiques de l'État ou des programmes d'APD. Ensuite, une fois que l'on finit de comprendre ces deux éléments, je voudrais vous proposer 3 lignes de guide pour assurer une bonne élaboration des politiques. Alors, qu'est-ce qu'une politique? Ou qu'est-ce qu'un programme ou un projet? Ce sont les éléments différents mais disposant d'un point commun. Ils interviennent tous dans la vie de la population avec un caractère étatique. Il en va de même pour le programme d'APD. Le programme concerne l'intervention d'un État dans un programme mis en place à un pays étranger. Mais en termes de la caractéristique, il ressemble au mécanisme de la politique, car tout comme la politique, le programme d'APD est également un domaine public qui intervient dans les champs privés d'un pays en développement. Maintenant, regardons ce que les savants disent sur ce point. Ils disent que la politique est une intervention visant à apporter des changements souhaitables. Ils disent également théorie sur ce qui fonctionne ou ensemble d'hypothèses ou ensemble de processus de sélection des moyens pour pouvoir atteindre certains buts. Donc, si on regarde les définitions sur les politiques, programmes ou projets, la partie que j'ai en rouge sont les expressions clés des savants. En résumé, il peut s'agir d'un processus de sélection des mesures politiques et des moyens afin d'apporter un changement adéquat. On peut dire également qu'il s'agit des théories sur ce qui fonctionne. En tout cas, on peut dire que la politique et le programme sont des théories. Comme je vous ai dit, la politique ou le programme d'APD a pour objectif d'apporter un changement souhaitable et ainsi de contribuer au développement économique ou au bien-être du pays bénéficiaire en développement. On a un objectif ou des objectifs et on doit sélectionner les moyens permettant d'atteindre ces objectifs et c'est le processus de sélection qui se qualifie comme la politique ou le programme. Autrement dit, la formulation des politiques est un processus de l'élaboration des mesures qui consiste à faire correspondre correctement aux buts politiques donnés aux instruments politiques pour la résolution des problèmes politiques. Vous n'avez pas besoin d'inventer ou créer ces mesures. Ce sont des mesures déjà connues, donc il suffit de les trouver et les matcher de manière adéquate. La question est de savoir comment faire le matching, c'est-à-dire comment savoir la manière de fonctionner une mesure que l'on va choisir, et pour cela, on regardera les théories. Ce qui est la théorie, c'est avant tout d'anticiper la situation où on souhaite voir. Si l'on sélectionne certaines mesures de politique, on va espérer apporter un changement qui permettra d'atteindre l'objectif que l'on fixe et de réaliser enfin la situation la plus idéale que l'on a voulu voir. Et ce processus de prévision dans notre tête s'appelle la théorie. Si je récapitule, on est dans l'incertitude de ne pas savoir ce qui va se passer. Mais je prévois un phénomène qui va se passer si j'opte pour cette mesure politique. Et l'ensemble des chaînes de réflexion logique de prévoir le résultat ou les phénomènes enchaînés suite à la prise d'une ou des mesures politiques s'appelle la théorie. Les savants disent qu'il en va de même pour l'APD. Toutes les politiques publiques ou tous les programmes d'APD sont basés des théories. Par exemple, imaginons que l'on va faire une formation professionnelle auprès des femmes pour qu'elles puissent trouver un travail. Et en offrant la formation, on imagine qu'il va y avoir le changement et ces femmes seront embauchées après la formation. Ce que l'on imagine comme le processus, il existe déjà une ou plusieurs théories, soit déjà académiquement certifiées ou soit pas encore. Si l'on explique toutes les politiques nationales contiennent des théories de manière différente, on peut dire que toutes les politiques publiques et gouvernementales fonctionnent comme un signal. Autrement dit, si le gouvernement intervient, quelle que soit la manière, et apporte une aide, les citoyens pensent que le gouvernement émet une sorte de signal. Un exemple. Imaginons qu'il y a un pays abritant beaucoup de citoyens pauvres. Pour les aider, le gouvernement donne de l'argent. Les citoyens vont sentir deux choses. D'une part, on peut très bien comprendre que le gouvernement fait ce geste pour aider les gens financièrement en difficulté. Mais d'autre part, ils vont capter comme un signal du gouvernement que ce n'est plus la peine de travailler. Il suffit d'être qualifié pauvre pour recevoir de l'argent. Donc, si le gouvernement distribue l'argent simplement parce que l'on est pauvre, cela peut être un signal entraînant un effet négatif. C'est-à-dire que cela peut être interprété comme on n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Donc,
Pour être une politique saine, il faut empêcher l'émission d'un signal négatif et faire en sorte qu'un signal positif soit émis. La théorie de la politique va ainsi anticiper le changement ultime que l'on verra et ce une fois que le bon signal sera accepté par la population. Le signal et la théorie ont ainsi un rapport étroit. Donc, il existe le signal que l'on voulait émettre lors de l'élaboration d'une politique. En revanche, il existe un signal qui est émis, mais pas intentionnellement. Je viens de vous donner un exemple. Le gouvernement qui avait donné l'argent avait une bonne intention pour aider simplement les pauvres, mais cela peut émettre un signal non intentionné. La population peut très bien penser qu'elle peut recevoir de l'argent sans même travailler. Donc, elle peut dire « je ne vais plus travailler ». Et ce n'est pas bien, donc ce n'est pas un bon signal. Si vous comprenez bien la politique, on comprend également qu'une politique ou un programme, projet, a toujours un ou plusieurs objectifs. Ensuite, il existe des mesures qui correspondent à ces objectifs pour les atteindre. Il existe également une théorie qui relie entre les objectifs et les mesures de mise en œuvre. Cette théorie est celle de relation de cause à effet. Si l'on offre une formation professionnelle, on peut logiquement imaginer ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'évolution des connaissances de la personne bénéficiaire de la formation, la réaction du marché du travail, concernant ces connaissances acquises, le rôle que cette personne va jouer dans la société qui embauche. Ainsi, nous allons voir la relation de cause à effet entre l'action et le résultat, ce qui représente la théorie. Anticiper ce qui va se passer de manière enchaînée, cela concerne le changement. Le problème, la théorie de la causalité n'est pas très évidente parfois. Si la théorie de la causalité n'est pas très claire lors de l'élaboration d'une politique, on va avoir l'incertitude sur la possibilité d'atteindre l'objectif. Donc, si l'on veut élaborer une bonne politique, il faut avant tout faire des recherches sur la clarté ou la légitimité des théories de causalité. Si une théorie est déjà prouvée, on peut en déduire que les mesures que l'on va choisir vont avoir quel niveau d'effet, ce qui nous amènera à mettre en place une bonne politique. Le succès des politiques veut dire que la politique a atteint l'objectif. On appelle cela l'efficacité de la politique. Ensuite, on peut parler de la valeur de l'argent, c'est-à-dire que l'on a élaboré une politique en créant une valeur équivalente au montant des impôts payés par les contribuables. Pour mettre en place de cette politique efficace, il est important de bien mettre en œuvre les mesures. La mise en œuvre est importante et il faut que la théorie de la causalité doive fonctionner véritablement pour une vraie réussite de la politique. Une bonne mise en œuvre d'une politique peut s'expliquer par certains exemples. Par exemple, quand on a fait la formation professionnelle, on a choisi les bons supports manuels et enseignants qui travaillaient très bien. Et c'est ce que l'on dit que l'on a très bien mis en œuvre. Mais même si l'on a très bien mis en œuvre la politique, cette politique peut s'avérer un échec. Car la formation peut être excellente, mais cela ne peut pas résoudre le problème de chômage. Si la prévision de la théorie qui anticipe les problèmes qu'un pays rencontre aujourd'hui et les effets que l'on peut atteindre dans le marché du travail et de l'économie lorsque l'on fait la formation professionnelle n'est pas exacte, la politique peut s'aboutir à un échec et ce même après une mise en œuvre correcte. Donc, quand on veut élaborer une bonne politique efficace, le succès ou l'échec dépendent des acteurs de mise en œuvre. Et en ce qui concerne la théorie, qui doit bien fonctionner, il s'agit de la responsabilité des acteurs de la mise en élaboration de la politique. Et quand on parle de bien élaborer une politique de manière adéquate, cela veut dire que l'on va se baser sur une ou des théories prouvées. Et comme cela, on peut diminuer le risque d'un échec de la théorie. Quand on parle de la théorie, il s'agit d'un mécanisme de rapport de cause à effet qui va relier les éléments de la mise en œuvre du projet et le résultat. L'exemple que j'ai donné, autrement dit l'exemple de la formation professionnelle, correspond donc à l'élément de transmission. Ce que nous avons attendu comme le résultat est de l'augmentation du taux de chômage. Mais la formation professionnelle ne va pas toujours être liée à l'augmentation du taux de chômage. Pour augmenter le taux d'emploi, il faut tout d'abord une bonne transmission des techniques nécessaires pour le marché du travail. Ensuite, les participants doivent bien apprendre les contenus de la formation. Mais au-delà, les participants doivent activement chercher le travail et les employeurs doivent apprécier leurs techniques acquises et doivent offrir les emplois. Mais cela est incertain. L'incertitude, c'est ce que l'on ne sait pas si cette relation de cause à effet sera produite réellement. Donc, on peut dire qu'ici, c'est une théorie qui n'est pas prouvée. Comme la théorie est incertaine, afin de diminuer cette incertitude, il faut au maximum essayer de prouver l'opérabilité de cette théorie avant de mettre en élaboration une politique.
Quand on élabore une politique, on fait souvent un diagramme comme ça pour structurer la théorie qui est le fondement de la politique. On appelle cela la théorie du programme typique. On part avec le mot-clé de besoins sociaux, c'est-à-dire qu'on repère les problèmes sociaux à résoudre. On peut citer par exemple le problème de chômage. Afin de résoudre les problèmes de chômage, on fixe l'objectif d'augmenter l'emploi avant d'élaborer le projet comme le projet de formation professionnelle. Ensuite, on met en œuvre la formation professionnelle avec l'effort important des fonctionnaires. Alors, est-ce que la formation pourra entraîner l'augmentation du taux d'emploi et donc la flèche sera-t-elle affichée comme vous le voyez? Cela représente une théorie incertaine. Donc on ne sait pas si la flèche va apparaître comme on souhaite. Donc pour minimiser le risque, on doit faire suffisamment de recherches sur le plan académique ou expérimental dans le passé et dans d'autres pays pour voir si cette théorie a été déjà prouvée. Pour établir une politique adéquate, il faut savoir pourquoi les problèmes se produisent. Donc, avant d'élaborer une théorie de la politique, il faut savoir la théorie concernant les problèmes. Le mécanisme que vous voyez est ce que j'ai fait comme des recherches sur la théorie concernant les causes de problèmes dans le but d'effectuer une évaluation sur un projet de la santé infantile et maternelle mené dans un pays africain. Le problème était que lorsqu'un enfant est malade, les parents doivent l'amener rapidement à l'hôpital pour le faire soigner. Mais les choses ne se passaient pas comme ça. Il existe pour ce cas une théorie expliquant pourquoi ce problème a été surgi. On appelle cela le modèle de 3 retards. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retard alors que l'on doit rapidement amener l'enfant à l'hôpital. Or, ce retard se produit en 3 temps, autrement dit en 3 étapes. C'est-à-dire que les parents passent 3 étapes consécutives pour prendre enfin la décision d'amener l'enfant à l'hôpital, donc il faut que ces 3 étapes se passent très rapidement. Or, cette décision ne vient pas rapidement. Et on peut trouver plusieurs causes pour cela. Premièrement, on peut ne pas savoir que l'on doit amener l'enfant à l'hôpital quand il est malade. Aussi, suite à une étude d'un projet, on s'est rendu compte que dans certaines cultures musulmanes très autoritaires, la décision d'amener l'enfant à l'hôpital doit être prise non par la mère, mais impérativement par le père ou le grand-père de l'enfant, ce qui retarde souvent une décision. De plus, à part la cause que l'on vient de voir, il se peut qu'il n'y ait aucun transport possible pour l'amener jusqu'à l'hôpital, même si la décision a été enfin prise. Et même si on arrive à l'hôpital malgré tout, mais parfois on ne trouve pas un médecin adéquat ou les équipements nécessaires. Donc, on doit identifier les causes de chaque problème et trouver les solutions à chaque problème. C'est le travail d'élaborer un programme ou un projet. Il faut donc un programme. C'est le travail d'élaborer un programme ou un projet. Il faut donc un programme de formation des parents pour qu'ils amènent leurs enfants à l'hôpital. Ensuite, il faut un programme permettant de fournir un mode de transport pour les parents en urgence. Ensuite, il faut équiper l'hôpital avec des outils médicaux corrects. Et il faut également un programme de formation pour encadrer les personnels de soins, que ce soit les médecins ou infirmiers, pour qu'ils disposent des performances nécessaires. Ainsi, on peut réfléchir sur la façon d'élaboration d'un programme en se basant sur la théorie capable d'expliquer les causes de problèmes identifiés. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les programmes sont fondés sur une théorie. Et on appelle cette théorie également technologie politique. Les théories qui devaient être la base de la politique lors de l'élaboration s'appellent également théorie politique. Si l'on a peu de chances de faire fonctionner cette technologie, on appelle cela la technologie à faible probabilité. Donc, quand on a une politique qui n'a pas de grande possibilité d'atteindre l'objectif, on appelle cette politique la technologie à faible probabilité. La technologie à faible probabilité correspond à une politique destinée à l'homme. Si la politique est destinée pour changer l'homme ou les manières des gens, on a plus d'incertitude que d'autres projets sur ce qui va se passer ou ne va pas se passer. Donc, il est plus difficile d'élaborer une politique sur l'homme ou sur les comportements des hommes. Si la politique concerne les éléments non humains, comme par exemple construire les infrastructures ou équipements, on a beaucoup moins d'incertitude, mais si cela concerne l'homme, on a une incertitude très élevée. Donc, il faut être plus prudent dans les recherches de théories pour gérer ce risque. Cette diapositive contient les éléments que j'ai pris sur plusieurs articles académiques et livres. Plusieurs savants ont mis l'accent sur l'importance de bien examiner les preuves sur le fonctionnement d'une théorie avant d'élaborer une politique. On a regardé jusqu'à maintenant la façon d'élaborer une politique et l'importance des théories. Concernant l'élaboration d'une politique, on a une expression innovateur politique. On parle d'une entreprise très réussite, entreprise innovatrice. Un décideur politique réussi
peut aussi être appelé innovateur politique. Regardons ce qui est un innovateur politique. Si l'on a des produits très innovateurs sortis par une entreprise, celui qui a lancé ces produits et qui a eu ce succès est souvent appelé un entrepreneur innovateur. Il en va de même pour le domaine de la politique. Un innovateur politique, c'est celui qui fait une politique permettant des questions sociales et politiques de manière adéquate. Pour devenir un innovateur politique, il est important de mettre en place une politique capable de résoudre de problèmes sociaux. Il est important de vérifier les preuves pour savoir si elles sont confirmées dans la valeur. L'innovateur politique correspond donc à ceux qui sont performants dans la collecte et vérification des preuves pour voir si les théories devenant le fondement des politiques fonctionnent bien. Un innovateur, c'est quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Quand on regarde l'innovation dans l'Académie de la gestion, on retrouve la définition portant sur la création de nouvelles valeurs. Autrement dit, l'application des solutions adéquates pour créer ces valeurs. Pour innover, il faut réfléchir sur ces valeurs créées. Ensuite, il faut avoir une technologie permettant de créer ces valeurs. Mais il faut aussi un courage de prendre le risque d'un échec, car la création de nouvelles valeurs peut s'avérer un échec. Dans le domaine de politique, la valeur dont on vient de parler, c'est de résoudre les problèmes. Pour résoudre les problèmes, surtout pour les élaborateurs de politique, ils doivent continuellement faire la réflexion sur les problèmes éventuels que la population rencontre, car ce sont les citoyens qui vont bénéficier de ces politiques. Ensuite, la technique pour résoudre les problèmes, ça s'appelle la théorie. L'importance, c'est de voir si la théorie est bien prouvée. Il faut donc utiliser toujours les techniques ou technologies prouvées. Ensuite, on a besoin du courage. Ce que je veux dire par là, c'est que les politiciens ont toujours la tendance de proposer les mesures à caractère du populisme. Donc, il faut avoir un courage de faire face à la pression qui vient de ce populisme. Maintenant, on va voir ce qui sont les pensées axées sur les problèmes. Vous voyez ici un produit qui s'appelle iPod que l'entreprise d'innovation mondiale Apple a présenté. Et c'est un lecteur de MP3. Et à droite, c'est le premier lecteur de MP3 du monde qui a été produit par une entreprise coréenne. Certes, le lecteur de MP3 iPod est bien un produit très innovateur, mais ce n'est pas le premier au monde. Le tout premier au monde est un produit coréen qui a été fabriqué par une entreprise coréenne qui s'appelle Sehan Media. Et c'était environ 3 ans avant la sortie d'iPod. Or, le lecteur coréen n'a pas réussi dans le marché mondial. Par contre, l'iPod a remporté le marché mondial. Si vous regardez les deux produits en même temps, vous voyez tout de suite la différence de design. Celui-là est beaucoup plus joli. Le lecteur MP3 d'Apple pouvait devenir un produit innovant parce que Apple savait créer une nouvelle valeur qui s'appelle le design. On doit également créer une nouvelle valeur pour la politique gouvernementale. En Corée, nous avons un programme d'emploi mis en place pour les personnes âgées en difficulté et marginalisées. Quand on parle du programme d'emploi public mené par le gouvernement, on pense souvent que c'est pour régler le problème d'emploi. Or, lorsque j'ai été chargé de faire l'évaluation de ce projet, je me suis mis à la place des personnes âgées. Et je me suis rendu compte que pour ces gens, la chose la plus difficile, ce n'était peut-être pas l'élément financier. Ce serait le sentiment marginalisé et isolé sur le plan social et le plan de la santé. Ce que j'ai donc regardé, j'ai porté attention sur le point où on pourrait diminuer le sentiment isolé et de la santé sur le plan social. Par conséquent, lors de l'évaluation du programme, j'ai examiné le niveau de diminution du coût social des personnes âgées ayant trouvé un travail grâce à ce programme d'emploi. On a pu constater par la suite que le problème de santé a été considérablement amélioré et a réduit par conséquent les frais médicaux de manière importante. Et nous avons essayé de réfléchir à la place de ces personnes âgées. Et nous avons pu réaliser que ce projet ne pourrait peut-être pas être une baguette magique pour régler le problème d'emploi, mais cela a pu régler un grand problème encore plus grave. Donc ce projet a été jugé très valorisant. Ensuite, il s'agit de la formulation de politiques basées sur des technologies politiques éprouvées. Et c'est ce que je viens d'en parler. McDavid et Hawthorne avaient dit ceci. La probabilité de succès d'une politique varie en fonction des connaissances pour la résolution de problèmes que possèdent les concepteurs de la politique. Le schéma montre que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on mesure la réussite d'une politique, on va voir si les éléments transmetteurs du programme ont été bien liés à l'objectif que l'on souhaite atteindre, c'est-à-dire si ces flèches ont été prouvées. Donc le succès d'une politique varie en fonction des connaissances pour la résolution de problèmes que possèdent les concepteurs de la politique. En ce qui le concerne, dans les pays développés, on a une expression « élaboration de politique basée sur des preuves » EBPM.
Cela veut dire que quand on élabore une politique, il faut le faire à partir des preuves objectives. Cela fait partie des normes mises à l'accent dans les pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Et le gouvernement coréen s'efforce de respecter ces normes de notre côté. Et le respect de ces normes est un principe très important pour certains pays comme les États-Unis. On peut citer un exemple de l'allocution de Tony Blair lors de la campagne de l'élection générale de la Grande-Bretagne lorsqu'il était encore à la tête du Parti travailliste. Il était à la tête du Parti travailliste, autrement dit quasiment à l'extrême gauche. Cependant, il a dit une chose importante. L'idéologie de notre Parti travailliste peut être radicale et de l'extrême gauche. Pourtant, les moyens employés pour atteindre l'objectif du Parti travailliste doivent être scientifiques. Les moyens seront modernes, veut dire ceci. L'objectif peut être radical, mais les moyens employés pour atteindre cet objectif doivent être scientifiques et modernes. Ici, le mot moderne veut dire qu'il faut choisir les moyens en se basant sur les preuves. C'est ce que je vous ai dit tout le temps depuis le début de ma conférence. Je récapitule. Quelle que soit l'idéologie du gouvernement, le processus d'élaboration d'une politique ou d'un programme doit être scientifique et moderne, autrement dit, il faut se fier des preuves bien prouvées pour élaborer. Dans le passé, l'Allemagne avait commercialisé un médicament appelé la thalidomide. Ce médicament servait à diminuer la nausée des femmes enceintes. Mais à cause de ce médicament, de nombreuses femmes dans l'Occident avaient donné naissance à des bébés mal formés des bras et des jambes comme vous le voyez. Au début du développement, on ne connaissait pas l'effet secondaire si redoutable. Ce n'est qu'après que l'on a vu ces malformations de plus en plus fréquentes parmi les nouveau-nés. On a commencé à chercher la cause et ainsi on a pu remonter jusqu'à la thalidomide. La commercialisation a été approuvée en 1957 et la vente a été interdite après 4 ans de commercialisation. À l'époque, des enfants de nombreux pays occidentaux ont été victimes de ce médicament. Parmi les pays développés, seuls les États-Unis n'ont pas été touchés. Si les États-Unis ont été le seul pays qui n'ont pas été touchés par ce fléau, c'est grâce à cette femme que vous voyez sur l'écran. Cette femme était pharmacienne, mais aussi l'inspectrice chargée d'accorder l'approbation de nouveaux médicaments à l'administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques, FDA. Lorsque l'entreprise pharmaceutique a demandé l'autorisation de la commercialisation de ce fameux médicament, elle a exigé continuellement les preuves qui peuvent confirmer l'absence des effets secondaires en mettant l'autorisation en suspense. Ainsi, elle a mis le dossier dans l'attente pendant plusieurs années et lorsque cet effet secondaire a été révélé, cet inspecteur est devenu un héros. Elle a été considérée comme un héros qui a su empêcher le drame mondial. Elle a pu empêcher l'éventuel drame et devenir ainsi un héros grâce à sa réflexion objective de se baser sur les preuves avant d'accorder l'autorisation. Il en va de même pour le processus d'élaboration de la politique. J'ai fait une figure pour vous montrer que le processus d'élaboration d'une politique ressemble à celui de fabrication de médicaments par une certaine entreprise pharmaceutique ou par un médecin. Pour élaborer une politique, il est nécessaire de passer par les étapes suivantes. Identification des problèmes sociaux, fixer l'objectif à partir de ces problèmes identifiés, analyse et recherche d'alternatives politiques, conception de la politique, mise en œuvre de la politique et évaluation de la politique. Et ce processus est ressemblant à celui d'un soin médical comme le suivant. Consultation, objectif du traitement, méthode de traitement, prescription, traitement et observation de la convalescence. Ensuite, si l'on réussit à collecter des preuves au maximum sur relation causale scientifique entre la cause de la maladie et la méthode de traitement, on risque moins de finir par un échec. Autrement dit, il faut une prévision sur le résultat de la politique ou le traitement va apporter. C'est-à-dire, tout à l'heure, l'échec du médicament thalidomide était dû à un manque de preuves et prévisions sur le résultat d'utilisation avant la commercialisation. Pareil pour la politique. Afin d'éviter l'échec, on doit faire comme avait fait l'inspectrice pharmaceutique. C'est-à-dire, il ne faut pas élaborer la politique jusqu'à ce qu'on en ait une preuve sûre confirmant l'aptitude de cette dernière. Alors, regardons dernièrement les technologies éprouvées que l'on peut employer lors de l'élaboration d'une politique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une politique risquant de finir par un échec est celle qui est destinée à l'homme. Donc, si l'objectif de la politique est de changer ou évaluer les éléments concernant l'homme ou les facteurs humains, il faut utiliser les théories déjà reconnues concernant le changement de mentalité ou de comportement.
c'est-à-dire que ce sont des théories ayant effectué les recherches sur les motifs de changement, de décision et de comportement. Une politique gouvernementale représente un changement d'idées et de comportement de la population. Par exemple, le gouvernement doit former les gens qui ne veulent pas trop travailler afin de les motiver à trouver plus activement le travail et de les motiver ensuite à venir travailler tous les jours dans l'entreprise, même après le recrutement. Alors comment faire ? Il existe deux mécanismes. Le mécanisme qui peut changer le comportement des gens, c'est tout d'abord de faire comprendre aux gens que s'ils changent leur comportement suivant à la politique, cela leur apporte plus de bénéfices. On appelle cela le mécanisme rationnel. C'est-à-dire que l'on va construire un environnement comme suit. En réfléchissant de manière rationnelle, si je change mon comportement, cela serait bénéfique pour moi aussi. Par exemple, la Corée souffre du faible taux de natalité, car les femmes coréennes font de moins en moins d'enfants. Ce programme grave du faible taux de natalité est dû au coût très élevé de l'éducation. Or, si le gouvernement affirme qu'il accorde une subvention financière et si le montant de subvention est plus élevé que le coût nécessaire pour la maternité, on peut arriver à penser que je peux me débrouiller même si j'ai un enfant et je pourrais être contente. Cela pourrait inciter plus de femmes à faire des enfants. C'est le mécanisme rationnel que le gouvernement peut utiliser envers le comportement des gens. En outre, il existe un mécanisme irrationnel. Il s'agit du système de pensée intuitive et automatique ou du système de pensée irrationnel et émotionnel au lieu d'une réflexion rationnelle. Et c'est la théorie de l'économie comportementale aujourd'hui plutôt à la mode. Les êtres humains se comportent de manière à maximiser leur propre intérêt. Donc s'ils pensent que l'orientation du gouvernement est bénéfique, ils le suivent et cette orientation est un signal émis par le gouvernement. À part l'exemple de la subvention à la maternité, il existe également une politique concernant la congestion des routes dans les zones urbaines. Pour inciter la population à ne pas amener leur voiture dans les villes, on peut envisager plusieurs éléments. Augmenter les frais de stationnement, augmenter le péage de manière importante. Dans ce cas, les gens penseront que ne pas amener leur voiture sera mieux car cela coûte trop cher. Et cela représente un mécanisme de réflexion rationnelle que le gouvernement peut utiliser afin d'élaborer une politique. Il existe une politique reconnue mondialement pour un mécanisme rationnel très bien élaboré. Il s'agit de la banque Grameen et on l'appelle aussi la microfinance. Quand on doit accorder un crédit à la population pauvre d'un pays en développement incapable de fournir une garantie, on va opter pour un mécanisme de microfinance. Tout d'abord, on demande le plan de business à un groupe de 5 personnes. Une fois que le plan est opté, on accorde un crédit et la responsabilité revient à ces 5 membres de manière solidaire pour rembourser l'argent. Ce système de microfinance ou microcrédit est largement utilisé dans les pays en développement. La première tentative a été prise par un professeur de l'économie au Bangladesh et il a remporté le prix Nobel de la paix. Pourquoi le prix Nobel de la paix ? C'est parce qu'il n'a pas mis l'accent sur le simple fait de donner de l'argent aux pauvres, mais a mis l'accent sur le fait que ces gens doivent réussir à rembourser les fonds en élaborant leur business avec cet argent et qu'ils n'auront plus besoin de l'aide à la fin. Il a très bien conçu le mécanisme en utilisant le système de la réflexion rationnelle de l'homme, ce qui a permis aux nombreuses personnes de sortir de la pauvreté. Et c'est pourquoi il a été lauréat du prix Nobel. Au lieu de mettre l'accent sur le fait que l'on va donner de l'argent aux pauvres, on doit mettre l'accent sur le signal émis par la manière d'accorder la finance et sur le changement des comportements des gens à partir de ce signal. Donc, quand vous élaborez une politique, il faut toujours regarder attentivement quels signaux seront émis par cette politique et dans quelle orientation que les gens vont prendre après la réception de signaux. Dernièrement, ce qu'on peut utiliser comme mécanisme de réflexion humaine est le mécanisme irrationnel. Par exemple, quand on perçoit la cotisation de la sécurité sociale, imaginons que les citoyens ne cotisent pas bien. Pour les inciter à mieux cotiser plus régulièrement, on mène une campagne nationale. Et lors de la campagne, l'effet sera différent entre celle qui est menée par une personne ordinaire et celle qui est menée par un expert du domaine. Les êtres humains sont fortement influencés par la personne avec laquelle ils échangent des informations. Par exemple, concernant toujours la sécurité sociale, si les étrangers ne cotisent pas bien, quand on fait la campagne, on peut recourir à un communicateur de la nationalité étrangère. Par exemple, un étranger peut apparaître dans une publicité télévisée et promouvoir l'effet bienfaisant de la sécurité sociale et le ferait relativement peu cher par rapport aux autres pays développés.
Il peut ainsi recommander aux étrangers de payer plus sérieusement pour bien cotiser et cela apportera l'effet plus efficace. Ce que j'ai donné comme exemple, cela concernait la personne qui va émettre l'information ou signal, mais il existe de nombreuses théories de l'économie comportementale et de la psychologie concernant la possibilité de changement comportemental de l'homme suite à une stimulation sur le plan psychologique et émotionnel. Je vous ai dit quelques exemples. Ce que je voulais dire, c'est que l'on peut prendre référence des éléments que l'on vient de voir pour élaborer bien et correctement une politique. Pour finir, j'ai proposé quelques questions comme le quiz pour faire une synthèse de notre deuxième conférence. Vous pouvez réfléchir sur les réponses les plus appropriées. Nous terminons ainsi la deuxième conférence. Je vous remercie de votre attention.